Bonjour, Thomas Papot, je suis professeur de médecine interne à l'hôpital Bichat à Paris. Et donc je vais vous parler de la polychondrite atrophiante, qui a eu plusieurs appellations au cours du temps, qui contiennent toute une part de vérité, puisque c'est vrai que l'inflammation commence à la périphérie du cartilage, peut le détruire, le ramollir, et évolue au cours du temps par poussée. Alors il y a eu un homme interniste à l'hôpital de la Pitié à Paris, qui a construit la plus grosse série mondiale de polychondrites, qui est Jean-Charles Piette, avec lequel j'ai eu la chance de travailler pendant une bonne dizaine d'années, et qui a commencé lorsqu'il était en culotte courte, puisqu'il a fait sa thèse de médecine sur 29 cas en 1982. C'est une maladie rare. La prévalence évaluée aux États-Unis était de 4 par million d'habitants. Ça peut toucher n'importe quel âge, même si l'âge moyen au premier symptôme est de 45 ans, une légère prédominance féminine, et puis une survie à 5 ans qui est de 95%. Ça, c'est la bouteille à moitié pleine, mais en fait, la mortalité est quand même le double de celui de la population générale. Alors, j'ai choisi 3 modèles. Le premier, qui est quasi expérimental, c'était une jeune fille qui a eu un piercing de l'oreille, qui a fait immédiatement une inflammation pas évidemment infectieuse et qui, au bout de plusieurs mois, a développé une chondrite des côtes, du larynx et de la trachée à des endroits où elle n'avait pas été particulièrement percée. Ça, c'était un homme un peu plus âgé, chez lequel son généraliste a prescrit ou a proposé un supplément alimentaire à base de collagène pour de l'arthrose, et qui au bout de 15 jours a fait une chondrite des 2 oreilles. Et puis il y a un modèle animal qui est extrêmement classique et qui est pertinent, qui est un modèle où on injecte du collagène chez un rat et qui développe à J13 une polyarthrite, et de façon beaucoup plus tardive, entre J50 et J60, une authentique polychondrite. Et tout se passe comme finalement s'il y avait eu un premier événement qui exposait un antigène caché du cartilage au système immunitaire. Et une autre chose assez frappante avec la polychondrite, c'est qu'un tiers des patients a une autre maladie bien cadrée associée à la polychondrite. Et ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a quand même pas mal de ces maladies, auto-immunes ou systémiques, qui comportent une atteinte articulaire. Alors les chondrites proprement dites, il y a de l'inflammation, c'est-à-dire que c'est gonflé, c'est rouge, ça fait mal. Donc l'oreille, ça commence par une oreille, et puis ça récidive sur l'autre oreille. C'est plus fréquent que l'atteinte bilatérale, concomitante. Les gens ne peuvent plus mettre leur tête sur l'oreiller, ça évolue par poussée, et puis au cours du temps, ça peut soit complètement s'atrophier, soit éventuellement au contraire se rigidifier à cause de calcification. Et le phénomène, finalement, l'élément distinctif le plus important, c'est que ça épargne le lobule. Il n'y a pas de cartilage dans le lobule de l'oreille, vous voyez, il est blanc. Il est normal, alors que tout le reste du pavillon est inflammé. Et puis ça donne ça, c'est ce que les Américains appellent l'oreille en chou-fleur, donc une atrophie au cours du temps. Pour le nez, c'est un peu le même système, sauf qu'on peut avoir une atrophie d'emblée, c'est-à-dire sans avoir eu de gonflement, de rougeur, de difficulté à porter ses lunettes. Et c'est surtout, donc, parmi les cartilages du nez, ce qui prolonge l'arête du nez, le cartilage septal qui est atteint dans cette maladie. Et là, vous voyez un acteur français qui était Michel Serrault, qui a développé une polychondrite vers la fin de sa carrière et de sa vie. Et donc, c'est ce qu'on observe, le nez typique et en pied de marmite, alors qu'il avait un nez absolument parfait auparavant. L'atteinte des voies aériennes, alors c'est moins fréquent, mais ça peut être diffus. Et puis le spectre symptomatique va du malade qui se plaint de rien jusqu'à la mort en asphyxie, avec une obstruction du système aérien qui est liée à l'inflammation ou à la disparition de l'armature cartilagineuse qui fait qu'il y a un collapsus en expiration,
ou même parfois dans les phases tardives, à des sténoses qui sont cicatricielles complètement fixées. La paralysie de la corde vocale, ça peut aggraver tout ça, mais c'est assez rare. Le larynx, donc l'atteinte laryngée peut faire mal, y compris à la palpation, et puis il y avoir des gens enroués ou complètement aphones. Et puis il y a cette dyspnée inspiratoire avec un bruit qui est parfois inquiétant. Là, vous voyez en endoscopie un œdème des cordes vocales et des cartilages arythénoïdes. L'atteinte trachéobronchique, alors en vrai, c'est quand même souvent des patients qui sont considérés comme des asthmes, qui peuvent tousser. Alors j'avoue que la toux douloureuse, ça c'est pas très en faveur de l'asthme, avec 3 types de complications principaux ou principales. L'infection, et là c'est très difficile de distinguer une bronchite bactérienne dans ce contexte d'une authentique poussée chondritique. L'insuffisance respiratoire chronique obstructive, et puis la dilatation des bronches qui, elle, comporte son propre potentiel évolutif d'infection pseudocyanique, de mycobactéries atypiques, d'hémophilus, etc. Les épreuves fonctionnelles respiratoires, eh bien, sur les courbes débit volume, on peut avoir une combinaison d'à peu près tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la courbe qui est au-dessus de l'axe des X, qui est la courbe expiratoire aplatie, ou celle qui est en dessous de l'axe des X, qui est la courbe inspiratoire, qui est également plate, ou les deux courbes plates. Ce qui est certain, c'est que l'obstruction n'est pas réversible, au contraire de l'asthme, après utilisation de bronchodilatateurs. Ça, c'est vraiment un examen clé, c'est le scanner moderne, hélicoïdal, multibarrette, avec éventuellement reconstruction. Donc, il peut montrer un œdème diffus des parois de la trachée ou des bronches. Des calcifications également diffuses. Et donc là, vous voyez qu'en fait, elle respecte la partie postérieure de la trachée, puisqu'il n'y a pas de cartilage normalement à cet endroit. Et puis des clichés en expiration qui sont systématiques dans l'évaluation par scanner de cette maladie, qui montrent un piégeage de l'air dans le poumon. La chondrite trachéobronchique peut être hypermétabolique au TEP, au fluorodéoxyglucose. Et puis la fibroscopie, alors il y a un paradoxe apparent, c'est qu'elle peut être très utile pour faire le bilan des lésions sténosantes, surtout lorsqu'on envisage des gestes locaux, et en même temps elle est dangereuse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un arrêt respiratoire, vous même une perforation. Évidemment, les EFR et le scanner thoracique sont absolument systématiques avant de penser à ce geste. Et puis surtout, il faut avoir les moyens techniques et humains de pouvoir de faire une trachéotomie en urgence. Ça peut toucher les côtes et ça fait mal. Et puis il y a des manifestations qui ne sont pas typiquement une atteinte des cartilages, une asthénie, de la fièvre au moment des poussées, une polyarthrite qui est très fréquente, qui typiquement peut toucher les petites, les grosses articulations et qui n'est pas érosive. Il n'y a pas de destruction le plus souvent. Et puis ce qui est plus rare en rhumatologie, une atteinte chondrosternale ou cléidosternale ou manubriosternale, un peu comme ce qu'on voit dans les spondylarthropathies ou le SAPHO, ou le rhumatisme psoriasique. Et là, vous voyez le sternum qui flash au TEP, et puis qui flash aussi d'ailleurs dans les épaules, les coudes et les poignets. Alors là, c'est un peu contre-intuitif, mais la surdité dans cette maladie n'est pas une surdité, comme on aurait pu s'attendre, de transmission par inflammation des cartilages de l'oreille moyenne. C'est une surdité de perception qui est probablement vascularitique par atteinte de l'oreille interne, avec une surdité brusque, parfois une cophose définitive, et des vertiges. Alors il y a l'œil, avec la sclère et l'épisclère qui ressemblent à du cartilage, qui sont l'atteinte majoritaire ophtalmologique. Donc ça, c'est une épisclérite. Ça, c'était un patient du docteur Evon à Bar-le-Duc qui était aveugle à cause d'une atteinte du nerf optique par la sclérite postérieure. On peut aussi avoir une atteinte de la conjonctive, de la cornée, une uvéite, la neuropathie optique, j'en ai parlé.
Le cristallin, qui lui aussi est une espèce de cartilage, peut être atteint de façon spécifique, en dehors de toute corticothérapie. Et puis on peut avoir des exophtalmies, soit parce que la sclérie postérieure pousse l'œil en avant, soit à cause d'une pseudo-tumeur inflammatoire. Donc, il y a de nombreuses lésions élémentaires cutanées qu'on peut ranger sous 3 rubriques. Vascularite responsable de purpura infiltrée, livédo urticaire. Une entité pas entièrement contrôlée qu'on appelle le MAGIC syndrome, qui est situé entre le syndrome de Bessette et la polychondrite, en réalité plus proche de la polychondrite, avec une aphthose bipolaire, quelque chose qui ressemble à un érythème noueux, des phlébites superficielles, et puis toutes les catégories de dermatoses neutrophiliques connues, qui peuvent être associées, on va y revenir, à une niche spéciale de polychondrite qui est associée à un syndrome myélodysplasique. Là, c'est un pyoderma gangrénosome. L'atteinte cardiaque, alors là aussi, c'est intéressant, puisqu'il y a régulièrement une valvulopathie, mais à ce moment-là, c'est une insuffisance aortique par dilatation de l'anneau, plus que par atteinte intrinsèque des valves. On peut avoir des phénomènes de péricardite, et puis d'atteinte myocardique qui peuvent être soit liées à une ischémie par vascularite coronarienne, soit par inflammation interstitielle, c'est-à-dire authentique myocardite. Pour l'atteinte artérielle, ce qu'il faut retenir, c'est l'atteinte des gros vaisseaux, et en particulier de la partie initiale de l'aorte, et c'est plutôt de la dilatation que de la sténose. L'atteinte du système nerveux central, c'est franchement rare, et ce qu'on peut peut-être mentionner, c'est qu'il y a plus d'inflammation parenchymateuse cérébrale que d'atteinte ischémique du cerveau dans cette maladie, avec des vrais méningoencéphalites aseptiques. Biologiquement, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un syndrome inflammatoire, il peut aussi, chez 40% des patients, ne rien avoir du tout. Il peut y avoir les marqueurs spécifiques de des maladies associées à la polychondrite atrophiante, lupus, polyarthrite, spondylarthropathie, et puis de temps en temps des ANCA. Mais vous savez que l'immunofluorescence indirecte, dans les derniers consensus internationaux, n'est plus la technique de dépistage des ANCA, que c'est l'ELISA, et qu'en ELISA, dans cette maladie, il n'y a pas d'anticorps anti-protéinase 3, ni d'anticorps anti-myéloperoxydase. Alors, voilà l'entité qui est spéciale. Donc, ça représente 10% des patients avec polychondrite atrophiante. Et ils ont donc un syndrome myélodysplasique. Et c'est surtout des hommes âgés. On va y revenir. Si on devait proposer une grille minimale d'examen complémentaires, le socle absolu, ce serait la biologie standard, les épreuves fonctionnelles respiratoires avec courbe débit-volume, l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque par voie transthoracique, le scanner thoracique en prenant la précaution de demander des clichés non seulement en inspiration mais aussi en expiration. J'avoue que je rajouterai le TEP-FDG s'il est disponible avant traitement, et puis après, l'extension est illimitée pour les examens complémentaires. Ça dépend des manifestations présentées par le patient. Il y a des critères de classification. Donc, si vous avez une chondrite de l'oreille, du nez ou du larynx, c'est critère majeur. Il en faut 2. Si vous n'avez qu'un seul critère majeur, eh bien, il faut 2 critères parmi inflammation oculaire, atteinte ORL ou polyarthrite. Le message essentiel, c'est que le diagnostic est clinique. C'est-à-dire que la biopsie, la plupart du temps, est inutile. Le diagnostic différentiel, alors il peut y avoir un diagnostic avec des infections bactériennes, y compris la lèpre, qui peut donner des choses assez intéressantes dans les phases de réversion. La possibilité de localisation de maladies hématologiques, et dans la LLC, ce n'est pas forcément une localisation blastique aiguë, ça peut être de la LLC, de la leucémie lymphoïde chronique dans l'oreille. Pour le nez, chez l'enfant, il faut se méfier du syndrome des enfants battus, de la syphilis. Et puis, je voulais faire un petit point sur un diagnostic différentiel, qui sont les vascularités en quart, et en particulier la granulomatose avec polyangéite, puisque dans cette maladie, on peut avoir une chondrite du nez, c'est relativement banal, plus exceptionnellement des oreilles. Et si vous avez une perforation de la cloison nasale, une rhinite croûteuse, une pansinusite, et surtout s'il y a une érosion osseuse, il faut penser à autre chose qu'à la polychondrite.
soit la cocaïne, soit cette granulomatose avec polyangéite. Et puis si vous avez une atteinte rénale, donc une glomérulonéphrite avec de la nécrose, de la prolifération extracapillaire, une immunofluorescence négative, pas de prolifération endocapillaire, eh bien c'est certain que ce n'est pas une polychondrite. C'est-à-dire que, après pas mal de discussions, en tout cas au plan national, on pense que c'est plus opérationnel de juger qu'il n'y a pas d'atteinte rénale dans les polychondrites, ce qui est un peu divergent de ce qui est publié dans les séries internationales non françaises. Donc là, c'est probablement la donnée la plus intéressante dans les dernières années, qui a été publiée par l'équipe de Cochin et de la Pitié. Donc c'est une analyse en statistique en cluster, c'est-à-dire sans a priori, qui ramasse les données en fonction de leur conjonction non aléatoire. Et là, vous voyez par exemple dans le cadran en bas à gauche que vous avez la mort, le sexe masculin, l'atteinte cutanée et le syndrome myélodysplasique. Et c'est vrai. C'est vrai que ça marche. Et il y a 3 groupes. Le premier qui est donc celui des hommes âgés avec syndrome myélodysplasique, qui ont une atteinte cutanée, une atteinte cardiaque, qui n'ont pas d'atteinte trachéobronchique. Le traitement marche mal et c'est des patients qui meurent. Le deuxième groupe, c'est des patients jeunes qui, eux, ont une atteinte trachéobronchique, qui, pour une raison mystérieuse, n'ont pas beaucoup d'atteinte de l'oreille, donc pas de chondrite auriculaire. Et eux, ils sont hyper morbides. Ils font des surinfections, ils viennent constamment à l'hôpital et éventuellement en réanimation. Et puis le troisième groupe, eux, ils ont une petite chondrite du nez et de l'oreille, pas d'atteinte trachéobronchique, pas d'atteinte hématologique. Heureusement, c'est le groupe majoritaire. Et c'est des patients qu'on finit par suivre en consultation, qui peuvent avoir des rémissions extrêmement prolongées et chez lesquels on peut finir par se débarrasser du traitement. Donc pour finir sur cette partie grossièrement clinique, je reviens sur l'inflammation du cartilage de l'oreille qui, lorsqu'elle se répète, qu'elle est à bascule et qu'elle épargne le lobule, est très franchement évocatrice, quasi spécifique d'une polychondrite. Et j'en ai fini pour cette partie-là.